Dans notre rubrique Hommes, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des personnes hors du commun qui ont décidé d'augmenter, de modifier leurs capacités cérébrales, physiques ou sensorielles grâce à la technologie. On les appelle les cyborgs et c'est tout de suite dans Futur Mag. Neil Harbisson est atteint d'une forme rare et sévère de daltonisme. Il voit la vie en noir et blanc. Il a choisi de transformer volontairement son corps pour faire face à cette anomalie génétique. Il s'est fait implanter un système directement dans la boîte crânienne qui lui permet non pas de voir les couleurs, mais de les entendre. L'intégration de cette technologie à son corps fait de lui ce que l'on appelle un cyborg. Je m'appelle Neil Harbisson et depuis ma naissance, je ne vois pas les couleurs. Mais j'ai cette antenne sur la tête qui me permet d'entendre les couleurs qui m'entourent. Neil voit depuis toujours le monde en dégradé de gris. Et il a passé toute son enfance à essayer de percer le secret des couleurs invisibles à ses yeux. Depuis mon enfance, je sais que le ciel est bleu et l'herbe verte, parce que mes parents m'ont appris les couleurs de tel ou tel objet. Il est vraiment difficile de savoir qu'on ne voit pas les couleurs si personne ne nous le dit. Pour surmonter son handicap, Neil se sert donc d'un autre sens, son ouïe. Cette maison, par exemple, sonne entre Do et Do dièse parce que sa couleur est une nuance de bleu. Alors que celle-ci sonne plutôt comme un Mi, car elle est rose. Une petite caméra à l'avant de son antenne capte les images qui l'entourent et envoie ensuite l'information à l'arrière de sa boîte crânienne. Le principe est simple. Il consiste à faire correspondre les couleurs à des notes de musique. Au rouge correspondra une fréquence de 350 Hz, soit en musique la note Fa. Au violet, un Sol, et ainsi de suite. Les informations captées par la caméra sont ensuite envoyées à une puce électronique implantée à l'arrière du crâne de Neil. Une puce de quelques millimètres de diamètre qui va convertir ces données en vibrations sonores. Je vois parfaitement le monde qui m'entoure. Je ne sais simplement pas distinguer une image noire et blanc d'une image en couleur. Pour Neil, les rues de Londres ressemblent à un film en noir et blanc et il entend ces sons en permanence. Cette cacophonie débute en 2004 après sa rencontre avec Adam Montandon, l'ingénieur qui a mis au point le système de l'antenne. Neil réalise alors qu'il pourrait se servir de cette technologie pour distinguer les couleurs. C'est à ce moment que le projet voit le jour. Le premier prototype de cette antenne était constitué d'une webcam connectée à un ordinateur de 5 kg et à une paire d'écouteurs. Je le portais en permanence. Le logiciel de l'époque transposait 25 couleurs en 25 notes différentes. En 10 ans, le projet a bien évolué. Aujourd'hui, l'antenne ne pèse plus que quelques grammes. Mais comment Neil peut-il entendre les couleurs alors qu'aucun son ne passe par ses oreilles ? L'information envoyée par la caméra va être traitée par la puce électronique. C'est elle qui va émettre les vibrations qui vont se propager de proche en proche dans la boîte crânienne jusqu'à l'oreille interne. Là, les petits osselets du tympan vont être mis en mouvement. Ils vont transmettre le son à la cochlée qui, à son tour, va vibrer, puis envoyer de micro-signaux électriques au cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif. C'est ainsi que le cerveau de Neil entend les couleurs en musique. Grâce à cet implant, il perçoit aujourd'hui plus de 360 nuances de couleurs, une nouvelle dimension dans sa vie d'artiste. Comme j'entends les couleurs, je ne m'habille plus simplement d'une façon qui semble convenable, mais aussi de façon mélodieuse. Par exemple, cette cravate que j'ai créée suit la mélodie de la Sega Bodega, un morceau de musique que j'aime bien. Neil considère son antenne comme une œuvre d'art. Il compose aujourd'hui des morceaux de musique inspirés de scènes de vie urbaines. Cette scène est très bruyante, il y a beaucoup de couleurs. Ces voitures vont de gauche à droite et leurs notes de musique passent de l'oreille droite vers l'oreille gauche. Chaque voiture possède une couleur dominante et chaque couleur est une note dominante. En gros, cela revient à regarder un film comme une composition musicale. Neil est allé bien au-delà de la simple réparation de son handicap. Il a transformé son corps.
Je sens réellement une forte différence depuis que l'antenne a été implantée dans mon crâne. Maintenant, quand je la touche, je la ressens. C'est comme si je touchais une autre partie de mon corps. Elle est connectée à mon corps. Si je la bouge, je sens un déséquilibre. Je n'utilise pas la technologie, je ne porte pas la technologie, je suis la technologie et je m'exprime à travers ce nouveau sens, créé par l'union de la technologie et de mon corps. Neil est un cyborg, représentatif d'un courant de pensée qu'on appelle le transhumanisme. Ce mouvement cherche à dépasser les limites biologiques de l'homme grâce à la technologie. Je pense que dans un futur proche, nous commencerons à voir de plus en plus de projets qui cherchent à augmenter nos sens et notre perception. Maintenant que l'on a accès à n'importe quelle information, on n'a plus besoin d'élargir nos connaissances. Nous pouvons commencer à nous concentrer sur de nouvelles choses, comme l'extension de nos sens et de la perception du monde qui nous entoure. La démarche de Neil donne ainsi la perspective de pouvoir acquérir un jour un sixième sens. Nous sommes de retour au Palais de la Découverte où je suis en compagnie de Cynthia Fleury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et membre du comité consultatif national d'éthique. Que vous inspire la démarche de Neil Arbisson? On est dans une démarche très individualiste, mais au sens grand du terme, hein, pas au sens négatif du terme, avec cette idée que voilà, on va inventer, partir d'un élément de contrainte et essayer d'en faire quelque chose à la fois de poétique, écouter les couleurs. Écouter les couleurs, c'est pas rien, puisque logiquement, on n'écoute pas les couleurs. Donc, c'est créer un nouveau sens. Donc là, on est véritablement dans une démarche créatrice et qui plus est, peut amener quelque chose à l'humain, à tous les autres humains qui peuvent demain s'interroger sur le fait, mais tiens, et oui, et si moi aussi, je pouvais écouter les couleurs? En fait, il s'inscrit dans un courant de pensée qui est beaucoup plus large, qu'on appelle le transhumanisme. Alors, qui sont les transhumanistes? Sont-ils les prémices d'un changement profond de la société? On apporte quelques éléments de réponse en images. Depuis de nombreuses années déjà, la médecine tente de réparer l'homme. Les avancées technologiques permettent aux handicapés de marcher à nouveau et redonnent la vue aux non-voyants. C'est le rapport entre l'homme et la technologie dans cette société sans cesse en quête de progrès que questionne Daniela Serki, anthropologue à l'Université de Lausanne. Finalement, il y a depuis toujours une certaine ambiguïté entre augmenter, se donner des capacités supplémentaires et réparer un organisme qui aurait un handicap ou une maladie. La médecine a ouvert la voie au transhumanisme, ce courant de pensée qui prône une forme de fusion entre l'homme et la technologie pour arriver jusqu'à l'augmenter. Certains pionniers de ce mouvement sont allés jusqu'à utiliser leur propre corps pour faire des expériences et montrer le potentiel de leurs idées avant-gardistes. En Allemagne, par exemple, Peter Marquardt est graphiste. Il s'est fait implanter un aimant sous la peau grâce auquel il peut attraper des petits objets métalliques et surtout ressentir les champs électromagnétiques autour de lui. Une démarche farfelue qui peut paraître inutile, mais qui le dote pourtant d'un nouveau sens. Cet aimant a enrichi ma vie. Je me sens plus performant qu'avant. J'espère que les recherches dans ce domaine vont continuer et qu'un jour, il existera des procédures plus sécurisées pour ajouter d'autres sens à mon corps. Il y a plusieurs années déjà, un chercheur académique allait plus loin. En 1998, Kevin Warwick, un professeur de cybernétique de la très sérieuse université de Reading, au Royaume-Uni, se faisait implanter une puce électronique dans le bras. Cette puce qui réagit aux ondes radio lui permettait d'envoyer et de recevoir des informations simples pour commander à distance plusieurs dispositifs électroniques. Mais cette expérience étrange n'est pas unique. Sur la toile, ce chercheur britannique a fait des émules. Aujourd'hui, le site internet américain Dangerous Things, traduit « Objets dangereux », propose à la vente des kits avec ces mêmes puces à s'implanter soi-même à l'aide d'une seringue. Cette démarche n'est pas sans danger comme le suggère le nom du site internet. Son fondateur, Amal Graftra, ingénieur en informatique, porte lui-même une puce sous la peau de chacune de ses mains. Celles-ci lui permettent de s'identifier automatiquement à l'entrée de sa maison pour ouvrir sa porte. Il peut démarrer le moteur de sa voiture sans clé de contact.
Cette initiative peut sembler dénuée de sens et dangereuse. Pourtant, elle ouvre la voie, selon son fondateur transhumaniste, à la démocratisation de l'homme cyborg d'un nouveau genre. En implantant ces outils à l'intérieur du corps, nous en faisons l'usage en permanence. Et dans ce sens, nous augmentons nos capacités. L'homme augmenté, doté de nouveaux sens, dépasse les capacités de l'homme biologique. Cet être d'un nouveau genre est entré dans notre société. Alors, en termes normatifs, bien sûr, c'est salutaire de se demander s'il faut ou s'il ne faut pas aller vers cette société d'humains augmentés. Maintenant, le rôle de l'anthropologue que je suis, c'est avant tout de mettre un coup de projecteur sur le phénomène, parce que je crois que notre grand problème à tous, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est embarqué dans ce processus. Pour les transhumanistes, une nouvelle ère de l'humanité a débuté, non sans poser de nombreuses questions, tant d'un point de vue éthique que social. C'est une perspective qui n'est, j'imagine, pas sans poser problème quand on parle d'améliorer l'homme. Quelles sont les raisons qu'il y aurait d'être contre? Si vous prenez le courant en anglais, le enhancement, c'est la question d'augmentation. La question de l'augmentation, ce n'est pas nécessairement la question de l'amélioration. C'est-à-dire que demain, plus de technique ne va pas nécessairement créer un homme meilleur, ou qui s'interroge précisément sur ses limites. Aujourd'hui, on a toujours considéré que l'éthique était la conscience de ses limites. Alors, si demain l'éthique doit être le dépassement de ses limites, peut-être, hein, mais de fait, c'est une rupture de paradigme assez forte. Mais alors, sur le papier, ça a l'air bien, si on dit on va faire un homme amélioré. Et en même temps, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il s'agit de plusieurs choses. Il s'agit d'abord de la possibilité de réparer l'homme. Donc vous avez un homme malade et vous utilisez une technique pour le réparer. Demain, quand vous allez réparer un homme, vous allez le réparer avec une technique qui elle-même est reprogrammable, qui elle-même est intelligente, qui elle-même est connectée. Et donc va évoluer. Et donc de fait, l'homme réparé ne sera pas simplement un homme réajusté à la norme, mais un homme qui aura la capacité nouvelle, des potentialités nouvelles, et donc une possibilité de créer un écart discriminant ou pas avec les autres hommes. Et donc, de fait, c'est une disparition même de la notion de la norme. Est-ce que cette question de la norme, elle est opérationnelle pour créer des lois, pour créer le monde de demain, pour créer de la justice? C'est pas si sûr que ça. Si nous sommes tous singuliers, à l'intérieur de notre singularité, nous pouvons aussi avoir une partie cyborg. Donc ça, c'est la question de la réparation technique qui est devant nous et qui est même avec nous aujourd'hui. Et puis, il y a l'augmentation qui est de considérer qu'il faut dépasser le normal, que la norme n'a pas lieu d'être et que dorénavant on est dans une quête de performance illimitée, et donc vous créez tout un phénomène de distorsion nouvelle, voire de discrimination, voire de sentiment de mésestime des non-améliorés qui demain se sentiront défaillants au niveau de leur humanité parce que précisément ils ne sont pas améliorés techniquement. Donc, le problème c'est de créer de l'inégalité ou de l'augmenter encore. Le problème, c'est toujours de voir derrière le grand rêve émancipateur de la technique, qui peut être réel, mais derrière ce rêve, de vérifier qu'il n'y a pas des failles et des dérives discriminatoires très fortes. Et de fait, il peut y en avoir, parce que vous avez une accélération et des effets de levier qui sont très très importants. Et entre ce que vous pouvez faire pour un sujet et puis en plus derrière l'appropriation sociale d'une technique, la massification d'une technique, bien évidemment que vous créez des citoyennetés à deux vitesses, ou en tout cas des individus, quand je dis deux vitesses, même à plusieurs vitesses. Logiciel 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout d'un coup, vous avez des humanités 1, 2, 3, 4, 5. On va très loin, bien évidemment, hein, c'est caricatural. Mais on voit très bien l'enjeu d'inégalité qui se cache derrière l'enjeu émancipateur de la technique. Cynthia Fleury, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation et bonne réflexion sur ces grands sujets qui nous concernent tous. Et